Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce midi pédagogique intitulé Réverbère, la conception universelle de l'apprentissage en contexte universitaire. Mon nom est Caroline Lechasseur. Je suis conseillère pédagogique au Bureau de pédagogie et de formation à distance de l'UQTR et je serai votre animatrice aujourd'hui. Alors, avant de céder la parole à nos invités, je me permets un petit rappel du déroulement de notre activité. La conférence est enregistrée et la vidéo sera disponible pour visionnement en différé le plus tôt possible au www.uqta.ca/activité pédagogique dans la galerie vidéo. Et les questions ne seront pas gardées dans l'enregistrement, alors on ne vous verra pas à l'écran, sauf si vous ouvrez votre micro et prenez la parole pendant la conférence. Par ailleurs, nous vous invitons à garder votre microphone fermé pendant la rencontre et vous êtes invité à ouvrir votre caméra par contre. Une période de questions va suivre la conférence et nous vous demanderons de lever la main virtuelle et d'ouvrir votre micro pour poser votre question ou vous pourrez utiliser aussi le clavardage. Alors aujourd'hui, nous recevons les professeurs Nadia Rousseau et Marie-Hélène Desmarais qui viendront nous présenter les ressources développées par le Réverbère, le réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de diversité. Ce webinaire permettra de mieux outiller les enseignants et enseignantes du milieu universitaire en matière de conception universelle de l'apprentissage. Du moins, c'est ce qu'on espère. Alors, je vais maintenant présenter nos conférencières. Alors, Nadia Rousseau est titulaire d'un doctorat en psychopédagogie de l'Université de l'Alberta, professeure en adaptation scolaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 1998. Elle a commencé sa carrière universitaire à l'Université de l'Alberta dans les domaines de la supervision de stage et de la pédagogie de l'inclusion scolaire. Elle a été titulaire de la chaire de recherche Normand Maurice de 2002 à 2018. Elle est entre autres responsable de l'équipe de qualification et insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes québécois, le KISAC, co-responsable du laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité, le Lab RD2, et directrice de Réverbère. Ses recherches portent sur l'expérience scolaire et la connaissance de soi des jeunes ayant des troubles d'apprentissage, la pédagogie inclusive et les facteurs clés favorisant la qualification et l'obtention d'un premier diplôme d'un plus grand nombre de jeunes ayant des difficultés scolaires importantes. Marie-Hélène Desmarais est professeure à l'Université de Saint-Boniface et co-directrice du groupe de recherche et d'intervention sur le bien-être en milieu éducatif, le GRI-BME. Elle est également co-chercheuse au Réverbère et au Canadian Research Centre on Inclusive Education, en plus d'être collaboratrice à Inclusive Education Canada. Ses recherches portent sur la pédagogie universelle, l'éducation inclusive, le bien-être en contexte éducatif et la dénormalisation. Sur ce, je cède la parole aux professeurs Rousseau et Desmarais et je vous souhaite une excellente conférence. Vas-y, Nadia. Oui, Marie-Hélène, on se regarde à savoir qui commence. Ben, bon midi tout le monde. C'est le fun de voir des noms et des visages qu'on connaît. Euh, c'est une activité, en fait, ce midi que Marie-Hélène et moi avons voulu conviviale. Marie-Hélène fera la majorité là, de l'animation. Je compléterai au besoin à gauche, à droite. Euh, et le moment approprié, là, ben, quand il y aura des questions, ben, on sera toutes les deux là pour répondre aux questions. Alors, avec Marie-Hélène, vous avez la jeune chercheure dynamique et avec moi, ben, vous avez la vieille chercheur d'expérience, mais quand même un peu moins dynamique peut-être. Fait que je vous souhaite un super bon midi, puis bien contente de passer cette heure-là avec vous. Merci, Nadia. Alors, oui, bonjour tout le monde. Je vais commencer dès maintenant à partager l'écran en vous disant que je suis toujours très excitée d'avoir une opportunité de parler de conception universelle de l'apprentissage ou de pédagogie universelle. On va utiliser aujourd'hui là, ces deux termes-là. Ah, là, je pense que vous avez pu le partage. Oui, on l'a encore. OK, excusez. Ça a fait quelque chose d'étrange sur mon écran. Donc oui, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on va utiliser les termes de pédagogie universelle et de conception universelle d'apprentissage un peu comme des synonymes. Si ça vous intéresse, à la fin de la présentation, on pourra aborder ça un petit peu, mais je veux pas vous mêler avec la terminologie aujourd'hui ou je veux pas vous ennuyer avec ça en part.
Donc, ce qu'on voulait faire avec vous aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à c'est quoi justement cette approche, cette conception universelle de l'apprentissage-là. On va essayer de réfléchir à comment concrètement on peut aussi l'enseigner et dans quel contexte ça s'enseigne bien ou dans quel contexte on peut vraiment bien la mettre en œuvre, cette conception universelle de l'apprentissage. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, je vous invite peut-être à utiliser le chat. Nadia et moi, on va garder un œil sur le chat. Et si je peux répondre là pendant, on va le faire. Et sinon, on va avoir une période de questions la plus complète à la fin, comme Caroline vous l'a dit. Donc, notre intention avec vous aujourd'hui, c'est vraiment, comme je le disais, de comprendre comment la conception universelle de l'apprentissage peut venir faciliter la création d'un environnement éducatif qui va être inclusif, équitable, ouvert et accueillant, et ce, peu importe la matière ou peu importe le domaine dans lequel on enseigne. Donc, ça peut déjà paraître un peu comme un vœu un peu pieux ou comme, pour certains, j'entends ça aussi des fois comme une utopie, mais on va essayer de voir dans notre présentation aujourd'hui comment, en fait, c'est plus simple que ce qu'on croit. On va d'abord, parce que une des clés pour mettre en œuvre la pédagogie universelle, c'est vraiment de bien comprendre dans quel contexte on arrive à le faire et dans quel contexte on arrive à le faire de manière efficace. Donc, c'est pour ça qu'on va passer un peu de temps sur cette fameuse mise en contexte. Pour nous aider à mettre en œuvre la conception universelle de l'apprentissage et aussi pour mieux la comprendre, on a 4 concepts que je dirais qui sont fondamentaux. La diversité, donc bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par diversité, le bien-être, la place du bien-être en éducation, la place du bien-être aussi dans notre salle de classe, le concept de réussite. Est-ce qu'on va parler de réussite scolaire, réussite éducative? Comment on définit ça? Qu'est-ce qu'on entend par tout ça? Et finalement, l'inclusion. Donc, on va aller s'attarder un petit peu sur chacun de ces concepts-là pour essayer de bien comprendre ce serait quoi le contexte idéal dans lequel on pourrait mettre en œuvre la pédagogie universelle ou la conception universelle de l'apprentissage. Donc, notre premier concept de diversité, quand on s'inscrit dans une approche de pédagogie universelle ou de conception universelle de l'apprentissage, on est vraiment en train de reconnaître, en fait, que la diversité, c'est un phénomène social. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? C'est qu'en fait, la diversité, c'est un état de fait. La diversité, elle est présente et c'est comme si on vient un peu... comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vient un peu choquer avec le concept de la classe hétérogène ou de la classe homogène. C'est comme si on dit non, 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 non. Il n'y a pas de classe hétérogène ou il n'y a pas de classe homogène. Ce qu'on a en fait, c'est une classe dans laquelle il y a toutes sortes de personnes. Il y a des élèves qui, on pourrait dire, qui sont plus forts, des élèves qui sont moins forts, des élèves qui ont des caractéristiques socio-culturelles, des élèves. Donc, la diversité, elle est là. Et comment on peut faire pour enseigner en fonction de ce contexte-là qui est tout à fait diversifié? Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on prend pour acquis, en fait, que la diversité, elle est là et qu'il faut comme un peu faire avec. On la voit également, cette diversité-là, comme une richesse et comme une occasion de s'enrichir les uns des autres. Donc, puisque je suis avec des gens qui sont différents de moi, cette occasion de faire face à cette différence-là va venir m'offrir plus d'outils, plus de connaissances, va aussi me donner des opportunités de faire des choses que je ne ferais pas normalement ou des choses que je ferais différemment. Donc, je vais apprendre sur moi, je vais apprendre sur les autres, puis c'est comme ensemble, on va avancer plus loin. Donc, c'est un peu cette idée-là de la richesse. Et ici, on a une citation de Corinna Bory-Anadon qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je trouve ça toujours le fun. Allô, Corinna! Donc, la diversité humaine, ce n'est pas un problème ni même une richesse, c'est un état de fait. Donc, c'est ce qu'on a vu ensemble, donc une diversité comme phénomène social. Un autre concept important dont on parle de plus en plus en éducation, c'est le concept de bien-être. Ici, là, on va faire référence à un bien-être à l'école qui va être holistique, c'est-à-dire un bien-être qui va être un processus dynamique qui va dépendre aussi de nos relations interpersonnelles.
On sait hein, que dans la salle de classe, l'ambiance, les relations, surtout entre l'enseignant, l'élève, mais aussi entre les élèves entre eux ou les étudiants entre eux, ça a une grande influence sur comment on se sent et comment on apprend. Plus on se sent bien, plus on apprend bien. Donc, quand on est dans une perspective de conception universelle de l'apprentissage, on cherche à vraiment avoir un bien-être qui comprend toutes les caractéristiques de la personne, mais aussi tout le groupe classe en entier. Donc, un bien-être holistique qui va nous permettre d'actualiser en fait le potentiel de chacun des élèves ou des étudiants qu'on a devant nous. Donc, c'est comme si ce bien-être-là devient un peu contagieux. Plus on est bien, plus les gens autour de nous sont bien, et donc mieux tout le monde apprend. Et ce bien-être-là va aussi devenir une des visées de notre réussite éducative dont on va parler bientôt. Donc, le bien-être, il va être appelé à se moduler selon les contextes dans lesquels il va s'incarner. Il va être appelé aussi à se moduler en fonction des relations aussi qu'on entretient autour de nous. La réussite éducative, juste pour le plaisir, et là, vous pouvez utiliser là, votre main virtuelle ou ceux qui ont la caméra ouverte, là, vous pouvez me faire signe avec votre main, mais est-ce que c'est un concept que vous connaissez bien, ça, la réussite éducative? Donc, me faire peut-être un petit thumbs up si c'est un concept avec lequel vous êtes familier. Donc, j'ai vu là, Nathalie qui nous a fait un... OK, donc quelques personnes. Donc, souvent, on va parler de réussite éducative par opposition à la réussite scolaire. Quand on est en termes de réussite scolaire, ce à quoi on fait référence, généralement, c'est les résultats académiques, les notes. Okay? Donc, on va bien réussir si on a eu, par exemple, un A+. Quand on est dans la réussite éducative, c'est comme si la note elle-même devient seulement une petite partie du projet éducatif. La note, c'est important encore, donc le résultat de l'apprentissage est encore important, mais on va considérer toutes sortes d'autres facteurs également pour aider les élèves à réussir. On va considérer entre autres le processus. Donc ça veut dire que tout le processus pour apprendre va aussi faire partie de la réussite éducative. Le apprendre à apprendre fait partie du processus. Les progrès que les élèves ou les étudiants réalisent entre une tâche et une autre, ça aussi, ça fait partie du processus et c'est donc aussi important que le résultat. C'est aussi une réussite qui va venir viser le développement des savoirs, donc les connaissances, des savoir-faire, des savoir-être et aussi des savoirs-devenir. Donc, c'est là où on peut voir toute l'influence du processus dans la réussite. Donc, au lieu de porter notre attention uniquement sur la note finale, on va porter une attention à, par exemple, si on est dans une salle de classe, on va porter attention sur, je ne sais pas moi, la présence en salle de classe. Est-ce qu'on a un étudiant qui est 100% désengagé au début de la session, puis par la fin de la session, on a réussi à l'accrocher, puis là, il est motivé, et là, il se dépasse et il atteint des objectifs qu'on n'avait même pas pensé qu'il pourrait atteindre au début. Donc, ça aussi, c'est important. Ça aussi, ça fait partie de la réussite éducative. J'attire votre attention sur le haut de la diapositive. Vous avez un code QR. Ceux et celles qui ont leur cellulaire, je vous invite à scanner le code QR. Ce code-là va vous donner accès, en fait, à un cadre de référence du réverbère sur les concepts de diversité, bien-être et réussite éducative. Donc, si vous avez le goût d'en savoir plus sur ces 3 concepts clés-là, ben, je vous invite à aller lire ce cadre de référence. Je vais juste vous laisser là, quelques minutes pour scanner ceux qui veulent le faire. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire qu'à la fin de la présentation, vous allez aussi avoir des outils et le PowerPoint que j'utilise en ce moment qui vont aussi être disponibles là, à scanner avec un code QR. Donc, la réussite éducative dépend de la capacité de l'école à bonifier, mobiliser son capital humain et matériel au profit de l'apprentissage. Il va considérer les interactions entre tous ces acteurs et ces actrices
éducative là. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la réussite éducative, ça va dépendre de la capacité de l'école à venir mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour donner les meilleures conditions d'apprentissage finalement aux étudiants. Notre quatrième concept clé, l'inclusion. Ça, c'est un concept dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup, et je dirais duquel on a certains préjugés parfois ou à qui on fait dire beaucoup de choses. Donc, on va essayer de recadrer ça un petit peu, puis là, je vois que Nadia rigole un peu. Alors, on va essayer de recadrer ça un petit peu. Qu'est-ce que l'inclusion nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit pas? On va essayer de clarifier. Donc, avant de vous parler d'inclusion, je remonte un petit peu au concept d'intégration scolaire. Ce qu'on a essayé de faire avec ce concept-là, c'est que ce qu'il faut se remettre en fait à l'idée, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé à faire de l'intégration scolaire, c'est que c'était la première fois où on croyait que tous les élèves pouvaient avoir accès à la salle de classe. Donc, c'était déjà un gros changement de dire que peu importe nos défis, peu importe nos caractéristiques individuelles, on peut apprendre, on peut aller à l'école et on peut aussi aller à l'école de notre quartier. Donc, c'était un mouvement qui était assez révolutionnaire à l'époque. Ce qu'on a fait pour essayer d'aider ou de mieux répondre ou de mieux apprendre à tous les étudiants ou à tous les élèves qu'on avait dans nos salles de classe, c'est qu'on leur a offert des services de manière individuelle. Donc, on avait un élève avec une caractéristique X à qui on donnait un service X. Des fois, comme on le voit sur l'image, ça fonctionnait bien. Hein? On donnait un accommodement ici qui sont représentés là, par les petites boîtes. Donc, on donnait un accommodement et cet accommodement-là permettait à l'élève de se dépasser, donc de voir au-dessus de la clôture et donc de bien apprendre. Parfois, ce même accommodement-là, nous permettait juste de dépasser la clôture. Tu sais, j'avais beaucoup encore de difficultés, mais j'arrivais quand même à apprendre. Et dans d'autres cas, l'accommodement n'était pas suffisant, mais c'était tout ce qu'on pouvait offrir. Donc, on se retrouvait avec des élèves qui, malheureusement, n'avaient pas encore ce dont ils avaient besoin pour apprendre. Quand on a commencé à faire de l'inclusion scolaire, on s'est dit, ça ne fonctionne pas bien l'intégration scolaire parce que c'est pas vrai que des fois qu'un seul accommodement peut permettre à l'élève de bien apprendre. Donc, en inclusion scolaire, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir des services qui sont davantage de manière collective. Donc, on en offrait aussi aux étudiants pour des étudiants, qui en avaient plus besoin. Des fois, on pouvait offrir plusieurs accommodements, comme on le voit sur l'image, où on offrait 2 petites boîtes au lieu d'une pour permettre à tout le monde, finalement, de bien apprendre. Dans certains cas, si on n'avait pas de besoin particulier, il n'y avait pas d'accommodement, tout simplement. Donc, ça a beaucoup mieux fonctionné. On a répondu à plusieurs défis, on a répondu à plusieurs besoins avec cette façon-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est une démarche qui est quand même coûteuse au sens où on est encore en train d'offrir des accommodements. Puis pour les élèves ou les étudiants à grands besoins, on offre plusieurs accommodements individuels et on fait comme beaucoup de cas par cas. Et cette façon de faire peut parfois poser des défis parce que c'est coûteux en temps et en ressources, évidemment. Ce qu'on essaie de faire avec la conception universelle de l'apprentissage, c'est qu'au lieu d'utiliser les accommodements individuels, on va essayer de penser et de planifier l'apprentissage avant d'aller en salle de classe pour réduire au maximum les barrières qu'on rencontre fréquemment dans une salle de classe. Et donc, au lieu d'offrir des accommodements à la pièce, on va juste changer la clôture. On va essayer d'offrir une clôture grillagée à tout le monde pour faire en sorte qu'on a moins d'accommodements individuels à mettre en œuvre. Donc, la pédagogie universelle ou la conception universelle est encore dans l'inclusion, mais c'est juste une façon de faire pour offrir les services encore plus de manière collective. Et là, on va voir comment on peut faire ça sans niveler les exigences vers le bas. Nadia, est-ce qu'on a des questions dans le chat jusqu'à maintenant ou ça va? OK. Tu m'arrêteras, OK, s'il y en a, parce que là, je ne vois pas le chat. Ce qui m'amène à vous faire une réflexion par rapport à l'image qu'on voit. C'est quoi cette image-là? Qu'est-ce que ça représente?
Là, j'imagine qu'on va avoir des réponses dans le chat. Ou du moins, j'espère. Guylaine, oui. J'ai lu sur vos lèvres, on n'a pas entendu votre micro, mais je pense que vous avez dit la courbe normale. Oui? OK, merci. Effectivement, c'est la courbe normale. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse courbe normale-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait assez à l'aise pour me l'expliquer? Très rapidement. Il y a de la timidité dans le groupe. Il y a de la, je sais, mais il y a pas de, juste vous dire, je suis une spécialiste de l'inclusion scolaire, pas des mathématiques. Alors, je peux vous expliquer la courbe normale, mais s'il y a quelqu'un qui est... Il y a Caroline Sigouin qui a levé la main. Alors, Caroline, Ben, mes cours de statistiques sont quand même loin, là, mais c'est la distribution habituelle d'une variable quelconque, en fait, des scores d'une variable. bonne réponse. Oui, tout à fait. Donc, c'est la distribution habituelle d'une variable. Hein? Et ce qu'essentiellement on nous dit, c'est que la moyenne se retrouve quelque part au milieu. Et là, on aurait les plus forts sur la droite de la courbe, puis les plus faibles sur le côté gauche, hein, de la courbe. Donc, les plus forts, les plus faibles. Donc, cette courbe normale-là fonctionne super bien quand on cherche à évaluer des trucs à une variable. Le problème, c'est qu'on s'est mis à utiliser cette courbe normale-là pour évaluer les apprentissages des élèves. Et en éducation, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est évaluation résultat. Le problème, c'est que les humains ont rarement ou jamais une seule variable. Alors là, on se retrouve finalement à essayer d'enseigner ou à essayer de tenir compte d'un élève moyen. Mais au fond, est-ce qu'on a vraiment cet élève moyen-là? Est-ce que cet élève moyen-là existe? Je pense pas, puisque la courbe normale sert à évaluer seulement juste une variable et on se retrouve avec des individus à plusieurs variables. Donc, c'est comme si, en essayant d'enseigner à l'élève moyen, automatiquement, ce qu'on se retrouve à faire, c'est on oublie nos élèves qui ont plus de défis et on oublie nos élèves qui, eux, ont besoin de plus de défis. Donc, c'est-à-dire des élèves qui sont considérés comme plus forts. Et donc, quand on essaie d'envoyer à l'élève moyen, ce qu'on se retrouve à faire, c'est qu'on essaye de cibler automatiquement seulement le milieu de la courbe. Et là, ça, il y a toutes sortes de problèmes hein, qui, vous le savez comme moi, là, vous enseignez à des étudiants. Quand nos étudiants n'ont pas assez de défis, ils se désengagent. Parfois même, ils vont créer certains problèmes en salle de classe. Hein, ils vont déranger les autres, parler, jouer sur leur téléphone, etc., etc. Et quand on a des élèves qui ont beaucoup de défis, eux aussi peuvent se désengager ou eux peuvent prendre énormément de temps de classe à poser beaucoup de questions, à être insécures, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec cette fameuse conception universelle de l'apprentissage, c'est qu'au lieu de viser le milieu de notre courbe normale, on va essayer finalement d'enseigner à tous les étudiants qui sont devant nous. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette approche-là. C'est comment on peut faire pour enseigner à tout le monde en même temps. Je vous laisse encore quelques secondes pour scanner ce code QR-là. Ici, vous allez voir, c'est un vidéo, en fait. C'est une vidéo qui est en anglais parce que j'ai pas trouvé de meilleure vidéo en français. Allez le voir, c'est vraiment super intéressant. C'est une analogie avec le jeu de quilles sur justement cette idée de la courbe normale. Vous irez voir ça, c'est une chercheure là, de la Colombie-Britannique qui a fait ça, c'est vraiment bien fait. Je vous laisse juste quelques secondes pour le scanner. Maintenant, je vais vous demander de prendre quelques minutes on va se donner peut-être 3 minutes. Donc, je vais vous demander d'essayer de réfléchir aux 3 concepts qu'on vient de voir. Donc, celui de la diversité, du bien-être, de la réussite et de l'inclusion. Et essayez de voir comment ces 4 concepts-là sont représentés ou comment ils sont vus dans votre salle de classe.
c'est quoi les défis qui proviennent de ces concepts-là ou comment vous les voyez, ces concepts-là, dans votre salle de classe? Comment la diversité est représentée? Comment le bien-être de vos étudiants? Pour vous, c'est quoi la réussite? Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Ceux qui ont envie, ben, vous pouvez partager vos réponses dans le chat. Donc, 3 minutes. Il vous reste encore 2 minutes, mais comme je le disais, quand vous êtes prêts, si vous avez le goût là, de partager des réponses, je vous invite à le faire dans le chat. Pendant que vous complétez votre réflexion, merci à Isabelle et à Caroline là, d'avoir partagé. Isabelle, concernant l'anxiété de performance, je me suis fait une petite note pour essayer d'en parler un petit peu plus tard. Mais oui, c'est un défi qu'on rencontre, c'est un défi qui est très présent dans le contexte universitaire, absolument. Et Caroline, c'est un excellent point que vous soulevez là. L'importance, en fait, de connaître nos étudiants. Puis je dirais ça, on va en parler aussi un petit peu plus tard, mais l'importance aussi que les étudiants se connaissent eux-mêmes. Donc, ces 2 éléments-là sont aussi très importants. Et tout à fait, Jannick. Oui, Nadia? J'allais juste ajouter quelque chose parce que tu disais que les élèves se connaissent eux-mêmes. Fait que je voulais juste ajouter que nous, comme personnes formatrices, on se connaisse aussi parce que notre rapport à la diversité est drôlement altéré par nos propres croyances, nos propres valeurs. Fait que parfois, il faut faire notre propre examen de conscience pour mieux appréhender la diversité. Oui, tout à fait. Puis je dirais même que c'est important aussi quand on enseigne selon les principes de la conception universelle de l'apprentissage. On va vite réaliser comme enseignant que nous, on a des zones de confort. Puis qu'en conception universelle de l'apprentissage, des fois, il faut sortir de ces zones de confort-là pour bien répondre aux besoins de nos étudiants. Donc oui, on va aborder ça tantôt. Et oui, j'aime beaucoup là, la précision concernant le bien-être dans une perspective autochtone. Tout à fait. Oui, merci Émilie pour avoir partagé ça. Alors, on va reprendre la présentation.
Oui, puis il y a aussi, oui, Corina, tout à fait là, difficile parfois d'appliquer dans les contraintes qu'on a. Ça aussi, on pourra peut-être, si nous reste du temps à la fin, explorer certaines pistes de solutions par rapport à ça, mais euh, la concurrence, la compétition, les cours qui sont compartimentés, absolument. Donc, d'où ça vient, cette fameuse conception universelle de l'apprentissage-là? C'est une approche qui est encore récente. Ça a émergé à la fin des années 90, en fait, pour répondre à deux défis du monde de l'éducation. Enseigner à une population étudiante, hein, comme on le sait, qui est de plus en plus diversifiée, et maintenir des hauts standards en éducation. Maintenir des hauts standards, c'est aussi important, je dirais, surtout en contexte universitaire, mais même à tous les niveaux là, en éducation. C'est souvent un préjugé hein, qu'on a eu sur l'inclusion scolaire où, en fait, on voulait que tout le monde réussisse, alors on y voulait vers le bas. Ça n'a jamais été ça, les intentions de l'inclusion scolaire. Et ça n'a jamais été une stratégie gagnante non plus que de baisser les exigences pour permettre à tout le monde de réussir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on cherche à faire avec la conception universelle de l'apprentissage, c'est juste de créer les meilleures opportunités possibles pour permettre à tout le monde d'apprendre et d'atteindre les exigences qui sont élevées. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une question? Non. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on vise avec la conception universelle d'apprentissage? C'est essentiellement procurer des opportunités d'apprentissage qui vont être variées, donc les plus variées possibles. C'est aussi d'offrir un apprentissage qui va être en profondeur, donc un apprentissage qui va nous rester pour la vie, un apprentissage qui va aussi nous permettre d'être transféré d'une matière à une autre. Et donc, un apprentissage qui est complètement l'opposé que j'ai appris des trucs par cœur pour un examen, j'ai vidé mon cerveau sur la feuille de papier de l'examen, puis le lendemain de l'examen, j'ai tout oublié. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire avec la conception universelle de l'apprentissage. On cherche aussi à offrir de la flexibilité sur le matériel qu'on va utiliser avec nos étudiants, sur les méthodes pédagogiques qu'on va mettre en œuvre avec nos étudiants, mais aussi sur l'évaluation. Et là, quand je parle d'évaluation, j'inclus l'évaluation qui est plus sommative, mais j'inclus aussi l'évaluation qui est formative. C'est un peu si en conception universelle d'apprentissage, notre rapport aux évaluations change un petit peu. Donc, essentiellement, ce que c'est la pédagogie universelle, c'est trois principes fondamentaux ou trois principes qu'on va appeler des principes de flexibilité. Ici, le code de couleur a une importance au sens où tout ce qui a rapport à l'engagement de l'apprentissage va être en vert, tout ce qui a rapport à l'action et l'expression va être en bleu et tout ce qui a rapport aux moyens de représentation va être en mauve. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente là, un schéma qui est en couleur. On va essayer de regarder chacun de ces principes-là un petit peu plus en détail ensemble aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de cette approche-là. Donc, essentiellement, ce qu'on retient de la pédagogie universelle, c'est que plus on va mettre en œuvre ces trois principes de flexibilité, plus on va offrir des opportunités d'apprentissage qui sont variées, plus on va offrir aussi de la flexibilité sur le parcours d'apprentissage des étudiants, et plus on va leur permettre un apprentissage qui est en profondeur. Donc, notre premier principe qui correspond aux moyens d'engagement, c'est en fait tout ce qui fait référence au pourquoi de l'apprentissage. Donc, dans ça, là, on parle de motivation, on parle aussi des aspects affectifs associés à l'apprentissage, à l'émotion dans l'apprentissage. Donc, tout ça est intégré dans nos fameux moyens d'engagement. Donc, pour l'étudiant, c'est de répondre à la question pourquoi je suis en train d'apprendre ce que je suis en train d'apprendre là. Donc, il faut clarifier ça pour les étudiants. Il faut leur dire pourquoi ils sont en train d'apprendre quelque chose. Et il faut le faire aussi. Il faut que c'est en fait un des éléments clés qui va permettre aux étudiants d'être déterminés et d'être motivés que de savoir l'importance concrète et d'avoir une tâche qui est, si on veut, la plus authentique possible pour permettre un apprentissage. Donc, on peut le faire en faisant essentiellement trois choses. Favoriser les champs d'intérêt des apprenants. Donc, essayer soit de leur donner des choix sur la tâche, la thématique de la tâche, soit leur donner des choix sur la façon de faire la tâche. Ça aussi, ça pourrait favoriser leur champ d'intérêt. Donc, à chaque fois qu'on peut,
essayer de favoriser le champ d'intérêt des étudiants. L'autre élément, c'est favoriser des éléments qui vont les aider à soutenir ou à maintenir leur effort et leur persévérance. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont familiers avec Vygotsky et sa zone proximale de développement, mais c'est un peu ça ici l'idée. C'est-à-dire que c'est de donner un défi aux étudiants qui est juste assez élevé pour les motiver et leur permettre de se dépasser, mais en même temps qui n'est pas trop élevé pour les décourager avant même d'avoir commencé la tâche, puis de les envoyer avec une espèce de sentiment de « ça vaut même pas la peine que j'essaie puisque c'est déjà trop difficile, puis même si j'essaie, je réussirai pas ». Donc, c'est l'idée de trouver cette fameuse zone où les étudiants vont se sentir à l'aise puis vont vouloir se dépasser. Donc, ça peut être de le faire en offrant des tâches qui ont un niveau de difficulté qui est variable ou qu'on peut adapter. L'autre élément qui est super important, c'est de donner des occasions aux étudiants pour s'auto-réguler, leur donner des occasions pour s'assurer qu'ils ont des moments où est-ce qu'ils vont être capables de prendre un temps d'arrêt puis de réajuster leurs tâches. Donc ça, on peut le faire en leur permettant de se fixer des objectifs qui leur sont propres. On peut le faire aussi en clarifiant les objectifs de chacune des tâches, de chacune des activités qu'on fait avec eux et leur donner comme un moment d'arrêt pour réfléchir, est-ce que tu es dans la bonne direction pour atteindre ton objectif ou pas? Donc, plus on va mettre en œuvre ces trois éléments-là, plus on va favoriser une motivation puis un engagement qui va être important chez les étudiants. Le deuxième principe, c'est tout ce qui a rapport aux moyens d'action et d'expression. Ça, ici, on fait vraiment référence au comment de l'apprentissage, c'est-à-dire comment l'élève est en train d'apprendre ce qu'il est en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'il fait au moment où il est en train d'apprendre? Donc, on va évidemment faire référence à sa mise en action. Comment il est mis en action? Quelles sont les tâches concrètes qu'ils sont en train de faire pour apprendre? Donc, est-ce qu'il est plutôt passif comme vous aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes assis devant votre écran puis vous m'écoutez? Ou est-ce qu'il y a des moments de collaboration en équipe, où il y a une tâche à rédiger, etc.? Donc, quels sont les moments? Quelles sont les actions que les étudiants sont en train de faire pour apprendre? Plus on va varier ça, plus on va aider nos étudiants à bien apprendre. L'autre élément, c'est comment on peut permettre à nos étudiants de mieux communiquer en contexte d'apprentissage. Et là, quand on parle de communiquer, c'est oui, leur donner des occasions de dire ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, mais certains vont voir aussi l'évaluation à cet élément-là. Parce que l'évaluation, surtout l'évaluation formative, c'est une façon, en fait, d'avoir de l'information sur où sont rendus nos étudiants dans leurs apprentissages. C'est comme une façon pour nous, comme profs, de voir où mes étudiants sont rendus, s'il y a un concept qui n'a pas été bien appris encore ou pour lequel on a encore beaucoup d'incompréhension, mais c'est comme un indice pour moi qu'il faut que je réajuste certaines choses puis que je réexplique certains éléments. Donc, c'est aussi pour ça que la communication au sein de l'apprentissage va être importante. C'est comme un moment pour eux et pour moi de nous réajuster. L'autre élément qui est super important, c'est la modélisation, mais aussi la mobilisation des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est toutes les tâches mentales qu'on fait qui nous permettent en fait de réaliser une tâche. Donc, ce sont toutes les petites prises de décision qu'on va faire pour planifier la résolution d'un problème, mais aussi pour gérer notre horaire, pour planifier la réalisation d'un travail universitaire sans être en retard. Et plus on va modéliser, donner des occasions aux étudiants d'organiser concrètement toutes ces petites tâches-là, mieux ils vont apprendre. Et un des défis qu'on a avec les fonctions exécutives, c'est que c'est un des éléments qui, dans nos systèmes scolaires, est sous-enseigné. Alors, quand on arrive avec des étudiants universitaires, c'est comme si on prend pour acquis qu'ils savent ça. Mais ce qu'on réalise, c'est que souvent, ils ne savent pas ou ils n'ont pas eu la chance d'apprendre explicitement ces éléments-là. Alors, plus comme prof universitaire, on va être en l'avant de la classe puis qu'on va verbaliser notre cheminement mental quand on est en train de planifier une tâche, quand on est en train de résoudre un problème, plus on va verbaliser ce qui se passe dans notre tête, plus on est en train de leur montrer comment gérer leurs fonctions exécutives. Ça fait du sens pour ça? À date, ces deux principes-là, vous pouvez me faire un petit...
Parfait. Pardon. Le troisième principe, ce sont les moyens de représentation. Ça, c'est associé au quoi de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Vraiment, là, c'est un peu comme la matière, puis comment on va transmettre cette matière-là aux étudiants, mais aussi comment les étudiants, eux, peuvent avoir accès et faire du sens avec cette matière-là. Donc, comme pour les autres principes, c'est la façon dont on va leur représenter l'information, donc la façon dont on va vraiment la présenter. Est-ce qu'on va seulement parler sans avoir un PowerPoint, par exemple? Est-ce qu'on va utiliser un PowerPoint? Est-ce qu'on va utiliser des tableaux, des images? Est-ce qu'on va répéter l'information de plusieurs façons différentes? Est-ce qu'on va donner des exemples? Okay? Donc, toutes les manières possibles. Est-ce qu'on va présenter une vidéo, une musique, etc. Donc, toutes les manières possibles de présenter de l'information. Quand on présente cette information-là, c'est aussi important de s'assurer que le langage qu'on utilise, que les expressions, par exemple, mathématiques ou les symboles qu'on utilise, soient explicitement, j'allais dire explicitement expliqués. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, je vais le dire aujourd'hui. Soient explicitement expliqués aux étudiants. Donc, un exemple de ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en vous disant, « Hey, ici, là, les couleurs, ça a une importance. Tout ce qui est engagement est vert. » Donc, je ne me suis pas juste contentée de vous laisser observer qu'il y avait du vert, du bleu et du mauve à l'écran. Je vous l'ai dit. Donc, ça, c'est un exemple de rendre explicite la structure de nos tableaux, la structure de nos images. Et l'autre élément, ce sont tous les moyens qu'on peut prendre pour donner du temps aux étudiants pour comprendre la matière qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, donner des exemples. Dans certains cas, faire des exercices. Dans d'autres cas, être pairé en équipe pour s'expliquer un concept. Répéter l'information d'une autre façon. Présenter un PowerPoint. Ensuite, présenter une vidéo qui dit la même chose différemment. Dans certains cas, ça pourrait même être d'utiliser 2 langues. Donc, présenter un truc en français, un autre en anglais, par exemple. Donc, tout ce qu'on peut faire pour s'assurer que l'information qu'on présente aux étudiants est compréhensible. Donc, plus on va faire ça, plus on va favoriser un meilleur apprentissage à partir des moyens de représentation. Maintenant, si vous regardez la figure elle-même, ce qu'on peut voir, c'est que ces 3 principes-là, il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre, et il n'y a pas nécessairement non plus un ordre dans lequel on doit appliquer chacun de ces principes-là. L'important ici, c'est plus on va utiliser des stratégies pédagogiques qui vont venir toucher à plus d'un principe, plus on est efficace, je dirais, dans notre façon de faire la conception universelle de l'apprentissage, parce que là, on va toucher aux moyens d'engagement, aux moyens de représentation, aux moyens d'action et d'expression du même coup. Donc, plus on va offrir de la flexibilité, des choix, des opportunités variées, plus on va répéter l'information qu'on est en train d'enseigner aux étudiants, plus ils peuvent faire des choix dans leur parcours d'apprentissage, plus les étudiants vont bien apprendre, être engagés et mieux se développer. Maintenant, il y a un danger. Quand on applique la conception universelle de l'apprentissage, c'est souvent l'abondance de choix qu'on offre aux étudiants. Ici, un des éléments clés, c'est ce qui est au centre de notre figure, c'est-à-dire la clarté de l'intention pédagogique. Plus dans votre tête, ça va être clair, c'est quoi votre objectif avec la tâche que vous êtes en train de faire ou avec la leçon que vous êtes en train de donner ou avec le cours que vous êtes en train de donner. Plus l'objectif de cette leçon ou de ce cours ou de cette activité-là est clair dans votre tête, plus ça va être facile pour vous d'offrir des choix aux étudiants. Si vous évaluez, par exemple, la grammaire dans une tâche et que vous l'évaluez à l'écrit, ou ça c'est l'objectif, bien, évidemment que vous ne pouvez pas faire ce travail-là à l'oral. Mais il y a d'autres façons de faire. Donc, plus votre intention pédagogique est claire dans votre tête, plus ça va vous guider, en fait, sur les types de choix que vous pouvez offrir aux étudiants. Ce que la CEA nous permet, en fait, ça va nous permettre de devenir des enseignants qui vont être plus inclusifs et, j'oserais dire, efficaces. Donc, c'est-à-dire que ça va nous permettre de présenter la matière de manière efficace. Donc,
la façon dont on va donner l'information aux étudiants va être plus efficace et va nous permettre, en fait, de passer moins de temps, des fois, sur la présentation elle-même de la matière. Un autre élément, c'est que ça va nous permettre d'établir un climat de confiance au sein de la salle de classe. Et on sait que ce climat de confiance-là va permettre aussi aux apprenants de mieux apprendre. Ça va nous permettre également de mieux monitorer les apprentissages de nos étudiants et de donner de la rétroaction au bon moment à ces apprenants-là. C'est aussi important, je dirais, quand on est dans un contexte de conception universelle d'apprentissage, et ça peut paraître un peu étrange, mais c'est de croire que vraiment tous nos étudiants peuvent réussir. Pourquoi ça, c'est si important? C'est si important, c'est que ça influence aussi notre façon dont on enseigne, puis ça influence la façon dont nos étudiants apprennent. Les étudiants qui sentent que leur professeur croit en eux vont être plus en confiance, se sentir mieux, ils vont donc mieux apprendre et ils vont être aussi beaucoup plus à l'aise de prendre certains risques et de peut-être se tromper. Donc ça, c'est un élément qui est super important également, c'est de vraiment croire, d'entrer en salle de classe avec la croyance que la matière qu'on va enseigner aujourd'hui, tout le monde en partant va être capable de la comprendre. C'est aussi de reconnaître, en fait, que comme prof, on a une grande influence sur l'apprentissage de nos étudiants et que la manière dont on enseigne peut aider nos étudiants à mieux apprendre. Donc, c'est un peu l'idée de notre sentiment d'auto-efficacité comme prof. Plus ce sentiment d'auto-efficacité-là est élevé, mieux nos étudiants apprennent. C'est aussi vrai pour la CEA va nous permettre en fait d'avoir des apprenants qui sont des apprenants qu'on va dire experts. Ça ici, là, c'est une des clés fondamentales, je dirais, pour bien appliquer la pédagogie universelle, qui dit avoir différentes options, donc avoir différents choix qui sont proposés devant nous, ne nous permet pas nécessairement de bien savoir quel choix je dois faire pour moi. Souvent, les apprenants, ils ne se connaissent pas bien, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour eux. Donc, leur donner la chance de tester différentes pistes, différentes stratégies, va leur permettre d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux. Ils vont leur permettre également de faire des choix qui sont plus cohérents, puis de faire des choix qui sont plus appropriés. Et c'est ça, être un apprenant expert. Donc, c'est des apprenants qui vont être polyvalents, c'est-à-dire que peu importe la matière à apprendre, ils vont y arriver parce qu'ils vont savoir quelle stratégie utiliser, par exemple, dans le cours de chimie versus dans le cours de psycho. C'est des apprenants qui, comme je viens de le dire, ils connaissent ce qui fonctionne bien pour eux, donc ils connaissent les stratégies qui sont efficaces. Ils connaissent que, je sais pas moi, dans un cours où ils ont plus de difficultés, ben, se mettre en équipe avec leurs amis, c'est pas une bonne idée parce que ça va plus être déconcentrant qu'autre chose. Alors que pour d'autres, se mettre en équipe avec son ami va être une bonne idée parce que là, il est à l'aise de poser les questions qu'il a, puis là, ça va lui permettre de mieux comprendre. Donc, c'est des apprenants qui connaissent vraiment ce qui fonctionne bien pour eux, qui sont motivés puis qui sont investis, pas parce que la matière est à l'examen, mais parce que ça les intéresse puis parce que cette motivation-là vient réellement d'eux. Et c'est des apprenants qui vont être autodéterminés et autorégulés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se rendre compte par eux-mêmes à certains moments où ils commencent à être moins attentifs, où ils commencent à être moins engagés, puis ils sont capables de réajuster le tir un petit peu. Donc, plus on développe ces habiletés-là chez nos étudiants, plus ça devient facile ou aisé de mettre en œuvre la pédagogie universelle. C'est comme si ces deux concepts-là d'apprenant expert puis de conception universelle d'apprentissage, ils vont de pair. Il faut faire les deux en même temps. Je vais passer cette réflexion-là parce que je veux qu'on ait du temps pour que vous puissiez poser une question. Ça va, Nadia? Okay. Je vous laisse en fait avec cette image-là de à quoi ressemblerait une classe. Donc, j'ai essayé d'imaginer ça. À quoi ressemblerait une classe où on enseigne selon les principes de la pédagogie universelle? Donc, ici, on regarde à gauche de notre image, une classe régulière, par exemple, on aurait nos étudiants, on aurait notre prof qui se tient pas très loin du tableau. Et derrière le prof, on a une petite boîte rouge dans laquelle il y a différents outils. On peut voir des outils pour mieux apprendre ou on pourrait aussi voir ça comme les accommodements. Donc, c'est un peu l'enseignant qui va décider à qui on donne ces fameux outils d'apprentissage-là. Quand on est dans une classe qui est un peu plus inclusive, on va souvent réaliser que quand on arrive dans la salle de classe, il y a un étudiant qui a des choses différentes des autres.
Donc, cet étudiant-là va avoir plusieurs outils d'apprentissage et les autres en auront pas. Quand on est dans une classe qui est plus axée sur la conception universelle de l'apprentissage, les fameux outils sont là sur le bureau du prof, disponibles à tous, et on voit qu'ils sont un peu plus répartis à travers de la salle de classe, au sens où chaque étudiant est capable d'aller chercher ce dont il a besoin pour mieux réussir. Et ce qu'on constate également, c'est que le prof aussi va avoir accès à des outils. Le prof aussi va se placer parfois en position d'apprenant, réfléchir sur ses propres pratiques, réfléchir sur lui comme apprenant expert. Qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi quand j'enseigne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Donc, lui aussi va faire partie de ce processus ou de cette conception d'être apprenant pour la vie. Donc, la classe en conception universelle de l'apprentissage, c'est comme si les outils sont disponibles pour tous, étudiants et profs inclus. Alors, c'est la page où vous avez là, plusieurs codes QR. Donc, vous avez là, dans le coin supérieur droit, vous avez la présentation d'aujourd'hui. Ensuite, à gauche, vous avez des outils pour vous aider à planifier des activités ou des cours. Puis, vous avez aussi un outil pour vous aider à planifier l'évaluation. Et vous avez des exemples plus précis pour le contexte universitaire. Je vais vous laisser peut-être encore 1 minute pour scanner ces codes-là. Puis ensuite, je vais passer la parole à Nadia qui va explorer un peu avec vous là, les exemples pour le contexte universitaire. Puis si vous voulez, là, je pourrais réafficher cette diapo-là pendant la période de questions. Comme ça, ceux qui n'auront pas eu le temps là, de scanner les codes pourront le faire. C'est là où on voit la différence entre une jeune chercheure et une plus ancienne. J'aurais pas eu de code QR, moi, si j'avais fait le PowerPoint, mais plutôt un lien web. Mais ça marche quand même, Nadia. Non, je le sais, mais j'apprends. Alors, je vais juste arrêter ce partage-là, mais comme je vous dis, là, pendant la période de questions, je vais revenir avec ces codes-là. Alors, si vous n'avez pas le temps, là, inquiétez-vous pas trop. Je vais juste changer d'écran, Nadia. En fait, pendant que Marie-Hélène change d'écran, mais c'est déjà fait. La conception universelle de l'apprentissage, ça nous oblige à planifier différemment. Je pense que c'est la première chose à retenir. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été présentés par Marie-Hélène en termes d'intention, en termes de rationnel aussi, là, derrière cette approche-là. Mais lorsqu'on se dit, OK, moi, je suis ouvert, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de prendre en compte une plus grande diversité d'élèves, ben c'est inévitable de passer par un processus de planification qui, au départ, va nous demander plus de temps. Et les travaux qui ont porté sur la CUA ont mené au développement de certains modèles de soutien à la planification. Dans le cadre d'un projet qu'on a mené justement en contexte universitaire, on a pris le temps d'aller voir un peu à quoi ça pouvait ressembler, ces questions-là planificatrices. Quand je veux m'assurer d'être dans une approche plus universelle, pour qu'au fil du temps, je développe le réflexe. Hein. C'est un peu comme quand on commence à enseigner, qu'on soit au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université. Les premiers cours, on met beaucoup de temps sur notre planif, il y a plein de questions qui se posent. Ben, on revit un peu là, le même exercice. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si on peut aussi mettre les liens, Marie-Hélène. Fait que Marie-Hélène, je t'inviterais peut-être à aller sur la planification compte tenu qu'on en a parlé. Dans le fond, là, on arrive sur le site du Réverbère. Le Réverbère, c'est un réseau de recherche francophone, pan-canadien, qui comprend une quarantaine de chercheurs, une quinzaine de milieux partenaires de différents contextes éducatifs. Puis la visée du Réverbère, c'est d'utiliser les connaissances issues de la recherche pour soutenir la pratique enseignante ou les interventions pour faire en sorte que les jeunes soient mieux
hein, le bien-être, parce que plus les élèves déclarent être bien à l'école, on voit des associations avec la persévérance, avec l'engagement et même avec les taux de réussite. Donc, c'est d'autant plus important de s'y intéresser, pas juste parce que c'est à la mode, mais vraiment parce que c'est un facteur de protection, ce fameux bien-être. Alors, juste en quelques minutes, là, vous avez là le processus de planification pour tous les apprenants, le PAL, qu'on a jazzé un peu pour qu'il soit plus cute et plus attrayant. Elle l'a nommé tout à l'heure, Marie-Hélène, hein, la cible ou l'intention d'apprentissage en CUA, c'est essentiel d'avoir une intention claire. Puis dans cette intention claire-là, je dois, oui, définir mes attentes minimales, c'est-à-dire qu'est-ce qui est immuable, sur lesquels je ne peux pas bouger, versus quel élément à prendre sur lesquels j'ai de la flexibilité. Puis ça va m'aider dans tout le reste de la démarche. Fait qu'il y a vraiment d'abord un premier cas de figure-là. Ça nous permet de faire la différence entre une intention d'apprentissage et les différents moyens pour s'y rendre. Parce que je peux avoir une intention similaire, mais avec une diversité de moyens pour arriver à maîtriser une compétence, par exemple. L'analyse de la situation actuelle, c'est l'autre élément fort là, de la démarche de planification. Et là, on va regarder tout ce qui est d'ordre contextuel qui peut venir influencer. Je vous donne un exemple. J'ai un cours cette session-ci avec des éléments contextuels non facilitants, c'est-à-dire que mon cours se donne sur 4 jours entiers, plus une journée 3 mois avant. On est loin d'être dans un contexte favorable, mais je dois prendre ça en compte dans mon analyse de la situation. Je peux pas enseigner ce cours-là comme je l'aurais fait dans un cours qui se donne une fois par semaine pendant 15 semaines. On regarde aussi les besoins courants des élèves ou des étudiants. Un besoin courant, c'est quelque chose qui s'applique à tous, mais qui n'est pas tributaire d'une situation particulière. Fait que le besoin courant, le cours commence à midi ou à midi et demi. Ça se peut que j'ai des étudiants qui aient besoin de manger, puis qui aient besoin d'un temps de pause ou de faire une petite séquence de yoga du rire ou je sais pas quoi avant qu'on se mette à la tâche. C'est un besoin courant. C'est pas quelque chose qui est dédié. Mais ça se peut que j'ai aussi des besoins spécifiques. Puis le besoin spécifique, c'est pas dans cette idée de dire, toi, tu vas faire différemment. C'est dans cette idée de m'assurer que dans les choix que je propose, j'ai pris en considération ces besoins spécifiques-là. Je donnerai un contexte là en mathématiques dans le projet qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une chargée de cours qui me disait, j'ai beaucoup d'étudiants internationaux. Alors, l'accès au français est difficile. Ben, c'est un besoin spécifique, mais qui est presque un besoin courant parce qu'il y avait une forte majorité d'étudiants internationaux. Suite à quoi elle a fait un lexique. Et le lexique visait à donner accès à l'information. Puis le lexique n'était pas juste pour 1 ou 2 étudiants, il était disponible à l'ensemble de la classe. Alors, on est donc dans cette démarche d'analyse qui nous empêche pas ultimement d'aller vers des besoins très spécifiques d'étudiants qu'on pourrait avoir dans notre classe. Et c'est à partir de ces éléments-là, phase 1 et 2, qu'on va prendre des décisions au niveau de l'accès universel, au contenu d'apprentissage, aux mécanismes mobilisés pour travailler sur ces compétences et ces apprentissages-là, et ça jusqu'à l'évaluation. On a sur le site quelque part, je crois que c'est un peu plus bas, une espèce de grille de questions qui peut vous aider. Questions à se poser en tant que pédagogue, je ne sais pas trop si c'est là, ils sont peut-être décloisonnés. Ah, c'est là. Merci, merci Marie-Hélène. Fait que si vous avez le goût de vous lancer dans l'aventure, ben vous avez là une série de questions pour aider à votre planification, à chacune des étapes du processus de planification. Et ça peut, comme je vous disais, là, vous aider à cibler plus justement au niveau des moyens, des mécanismes que vous pourriez mettre en place. On sort de là, puis on s'en va dans des exemples de planification. Les exemples, c'est pour vous inspirer, ni plus ni moins. Alors, c'est pour vous montrer un peu qu'il y a des profs et chargés de cours universitaires de différentes disciplines qui ont fait l'exercice. Et sur le site, ben, vous allez trouver à la fois la planification qu'ils ont fait de certains
éléments de cours, mais vous allez aussi trouver leurs grilles de réflexion qui ont mené à cette planification-là. Alors, on n'ira pas tous les voir. L'idée, c'est que vous sachiez qu'il y a des modèles qui existent qui pourraient aussi vous inspirer. Brièvement, je vais vous vendre les mérites du réverbère. On ne s'intéresse pas spécifiquement au postsecondaire, mais il y a beaucoup d'outils qui sont développés à travers des activités de recherche-développement qui peuvent aider, là, peu importe le contexte dans lequel on travaille. Donc, je trouvais juste important là, d'amener quelques mots sur ces outils-là qui ont été développés pour vous permettre là, de pousser plus loin puis peut-être là, de passer à l'action. Fait qu'on peut arrêter le partage d'écran, Marie-Hélène. Il y a peut-être des questions, des commentaires, des interrogations. Comme promis, là, je vais vous remettre la diapositive. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois pas de questions, je vois pas de commentaires. Ah, une main, Corina. Ben, plus pour qu'on discute ensemble, mais mesdames, j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble. Quand est-ce que c'est moins possible ou pas possible de, de s'inscrire dans une pédagogie universelle? Est-ce qu'on sait déjà ça? Est-ce qu'on sait des contextes où c'est moins possible? Je vais peut-être amorcer un début de réflexion, Corina, puis je laisserai Marie-Hélène poursuivre. Oui. Je vais aller vraiment au plan attitudinal, puis après on ira dans le contextuel, là. Mais au plan attitudinal, si je crois que l'université, c'est une place pour l'élite, ben pourquoi même y penser puis être ici aujourd'hui, tu sais. Fait qu'il y a il y a nécessairement une dimension d'applicabilité qui est intimement liée à mes croyances et à mes valeurs. Ça, c'est indéniable. Puis là, on pourrait parler de tout ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça, mais j'irai pas là nécessairement. Quand on a fait le projet en contexte universitaire notamment, on avait mathématiques, on avait maths-info, on avait sciences infirmières, psychoéducation, loisirs. En tout cas, on avait quelques départements là, qui étaient avec nous. Il est clairement apparu que il y a la notion de compétence lorsqu'il y a un ordre professionnel, par exemple. Là, je vais prendre l'exemple de... Ah, il y avait ergo aussi. Fait que si j'ai à maîtriser le calcul d'une solution pour un patient, ben c'est un bel exemple d'intention qui est immuable. Je peux pas ne pas maîtriser cette compétence-là. Parce qu'elle est attendue de mon ordre professionnel, je devrais en faire la démonstration, puis c'est la vie de mes patients qui est en cause. Par contre, un peu ce que je disais tout à l'heure, tous les chemins pouvant mener au développement de la compétence sont permis. Alors là, c'est sûr que donc, avec une dimension compétence, on le voit beaucoup en formation professionnelle aussi, là, la notion de compétence devient vraiment très importante. Il y a aussi des enjeux qui sont de l'ordre, j'oserais quasiment dire politique, j'ai peut-être pas le bon mot. Ça s'est présenté aussi dans notre projet de recherche où certains départements vont recevoir 150 étudiants première année, premier cours, puis au final, ils doivent en sélectionner 25 ou 50 pour passer à la maîtrise et pouvoir exercer la profession. C'est clair que là, on est dans quelque chose qui est en parfaite incohérence avec cette idée de la CUA, qui est d'amener les élèves toujours plus loin, élèves, étudiants, toujours plus loin dans l'apprentissage, dans le plaisir d'apprendre, puis dans un apprentissage en profondeur qui n'est pas dicté par des règles administratives. Alors, c'est sûr que ça aussi, ça a été documenté, là, l'effet néfaste, si l'on veut, là, ça revient un peu à l'élément de départ, là, la dimension concurrentielle entre universités, cette espèce de présomption d'élite. Puis des pratiques, il y a encore des départements à l'Université du Québec à Trois-Rivières où on oblige la courbe normale.
Fait que ça aussi, c'est de l'incohérence avec une approche comme la CUA. Moi, j'aime croire que plus on y adhère, plus on a de jeunes qui apprennent encore plus ou mieux ou qui redécouvrent le plaisir d'apprendre. Et j'ose espérer aussi que au-delà de l'université, là, même primaire, secondaire et tous les autres contextes éducatifs, on misera de plus en plus parce que c'est sorti en 90, la CUA, mais ironiquement, d'abord en contexte universitaire. Alors que quand on la mobilise plus tôt dans le parcours scolaire des jeunes, on va déjà beaucoup plus loin parce que tout le rapport à l'école, le rapport à l'apprentissage, c'est là que ça se crée. Là. Ma réponse est longue, Corinna, je m'excuse, mais c'est un sujet passionnant. Je suis contente que tu aies fait une longue réponse, Nadia, parce que pour moi, c'est toujours une question qui est difficile à répondre parce que euh, j'ai du mal à être objective sur cette question-là. Alors, je suis très honnête avec vous. J'y crois beaucoup et on l'essaie dans plusieurs contextes avec des grandes classes, des petites classes. On l'a essayé dans des contextes de cours en médecine, dans des contextes. Donc, j'ai de la misère à voir un contexte dans lequel on ne peut pas faire au moins un peu. Vous avez raison que des fois, on a des défis systématiques ou systémiques, comme ceux que tu as nommés, Nadia, qui font en sorte que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre ou qu'on ne peut pas aller plus loin ou on ne peut pas, par exemple, mettre en œuvre pour l'évaluation. Mais dans la manière dont on présente l'apprentissage, dans la manière dont on intervient en salle de classe avec nos étudiants, ça, on a beaucoup de liberté, particulièrement en contexte universitaire, sur comment on peut faire les choses. Alors, je crois qu'on peut, jusqu'à un certain niveau, dans tous les contextes, mettre en œuvre cette approche-là. Maintenant, vous avez raison qu'au niveau de certains, par exemple, les contextes où nous, à l'Université de Saint-Boniface, là, c'est une transition qu'on est en train de faire, de mettre la plupart de nos cours en éducation, au lieu d'avoir une évaluation avec une note chiffrée, nous, on est en train de transitionner vers un système de succès ou échec. Alors évidemment, quand on évalue avec un système de succès ou échec, on peut aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre de la conception universelle de l'apprentissage au moment de l'évaluation. Parce que là, on est vraiment dans une démarche de ben, si tu n'as pas atteint la compétence, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin, voici ce que tu peux faire pour approfondir. Donc ça, il y a des systèmes qui font en sorte que c'est plus facile de mettre en œuvre. Je vais rajouter un dernier commentaire, Marie-Hélène, parce que ça m'a fait réfléchir. Je prétends pas là, que je suis une maître de la CUA appliquée, là. Par contre, c'est une pratique que je mobilise depuis quand même plusieurs années, là. Moi, j'ai pratiquement plus d'étudiants qui vont faire leur examen au service aux étudiants. C'est Oui. l'exception et non pas la norme. Et pourtant, ils sont tous évalués. Fait que c'est juste pour vous dire que en ayant plus de flexibilité, de moyens, d'action, de représentation et d'engagement, ben, on donne l'opportunité à des jeunes de se réaliser pleinement avec l'ensemble des membres du groupe sans avoir à la pièce à aller réagir dans un local à part qui, pour moi, est moins inclusif, je dirais. Ouais. Quand la mesure d'aide doit se faire dans un contexte très, très Puis spécifique. à ça, Nadia, j'ajouterais aussi que, comme toi, là, puis j'ai pas ton expérience en enseignement, évidemment, mais comparativement à certains collègues qui vont enseigner, par exemple, exactement les mêmes cours que moi, je mets beaucoup, beaucoup de temps sur la planification, évidemment, mais j'ai presque pas de questions par courriel ou très peu. Vraiment moins, disons, que certains collègues, euh, parce que ça a été prévu, ces questions-là ont été prévues au moment de la planif. Fait que c'est comme si le temps de planification, oui, devient plus grand, mais je récupère ce temps-là à tellement d'autres endroits ou à tellement d'autres moments pendant la session que ça devient vraiment gagnant. Je sais pas si tu vis un peu la même chose, là, Nadia. Tout à fait. Je sais pas si tu peux arrêter le partage d'écran, je verrais les gens en plus grands. Oui, je vais arrêter ça. Yeah! Voilà. Je pourrais en dire encore sur le sujet, mais je vais arrêter.
Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'assistance ou dans le chat? Je voyais le commentaire d'Isabelle. Oui. Partie des incohérences du système, là. Tu sais, tantôt, tu as évoqué, il me semble, dans une des réflexions, l'anxiété de performance. Il me semble que c'est toi qui l'as évoqué, je peux me tromper, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a évoqué. Puis, l'anxiété de performance, on l'a quand même créée, hein, avec des attentes incroyables, avec des discours de si tu es en échec, tu feras rien dans ta vie. Tu sais, il y a quelque chose de très lourd à porter si on n'est pas en première classe, là. Fait que au-delà de la conception universelle de l'apprentissage, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur où on s'en va avec comment on apprivoise, je veux dire l'apprentissage, mais la manifestation d'apprentissage, tu sais. Des évaluations désincarnées, est-ce que c'est nécessairement des bonnes évaluations? Dans les années 70-80, on faisait la démonstration que non, que des examens choix multiples n'étaient pas du tout de façon de vérifier une compréhension, puis avantageaient ceux qui avaient des fortes logiques. Donc, il y a lieu de se questionner. Puis pour moi, cette anxiété de performance-là, Nadia, si je complète ta question, ça passe beaucoup aussi par la notion d'apprenant expert. Plus les étudiants vont apprendre pour eux et pas pour plaire ou atteindre ce que le prof veut, plus l'anxiété de performance va diminuer aussi. Parce que c'est comme si là, on apprend pour les bonnes raisons, si j'oserais dire, là. Self-driven, je ne sais pas comment on dit en français, là, mais apprendre pour soi. Céline? Oui, mais en fait, j'avais une petite question pour vous, Marie-Hélène, là, puis je suis un petit peu à côté, mais puis pas, mais est-ce que j'ai compris tantôt que vous avez dit qu'à l'université Saint-Boniface, vous aviez un système succès-échec? Est-ce qu'il est répandu dans toute l'université? Et si oui, en tout cas, est-ce que le choix avait été fait pour justement faciliter la réussite de tous ou En fait, c'est une transition présentement qu'on est en train d'amorcer. Donc, on a pris la décision que c'est ce qu'on faisait. C'est pas encore appliqué. On a quelques cours. On a fait comme quelques cours pilotes pour voir comment ça allait. Un des cours qu'on a choisi pour faire notre test, c'est le cours qui était reconnu comme le plus stressant pour nos étudiants, qui était le cours d'introduction à la recherche, à la maîtrise. Et ce cours-là est maintenant, là, ça fait 2 ans qu'il est évalué en succès ou échec. Et c'est moi qui enseigne ce cours-là. Puis je vous dirais là, que ça change mon expérience comme prof, mais ça change aussi l'expérience des étudiants. Là, on a justement l'anxiété de performance a beaucoup diminué dans ce cours-là. Et j'ai beaucoup moins de questions du genre comment je peux faire pour avoir un A+, madame, mais j'ai plus des questions qui sont orientées sur comment je peux faire pour améliorer mon projet. Ce qui, pour moi, est un grand succès. Parce que c'est ça. Pour moi, je veux que les étudiants se concentrent sur leur processus, pas nécessairement sur le résultat. Maintenant, pourquoi on fait ça? C'est qu'on est tout en train, en fait, de réformer un peu nos programmes où on veut vraiment mettre en œuvre une approche par compétence et où on trouve que la manière dont on évaluait avant nous permettait pas bien, mettait trop d'accent sur le résultat et moins sur le processus d'apprentissage puis sur le développement des compétences de nos étudiants. Donc, c'est vraiment là, dans l'esprit de notre programme, dans la manière dont on veut faire les choses différemment. C'est aussi, on a comme, je dirais, on veut mettre de l'avant davantage la conception universelle de l'apprentissage, les perspectives autochtones et l'éducation pour un avenir viable. Et ce qu'on voit, c'est que dans une approche succès ou échec, c'est beaucoup plus cohérent d'appliquer ces 3 éléments-là ou de mettre en œuvre ces 3 éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté anglophone, il y a déjà plusieurs facultés d'éducation qui ont fait ce choix-là, qui fonctionnent déjà comme ça. Les stages, je dirais, dans plusieurs universités, là, même anglophones et francophones, c'est déjà comme ça depuis plusieurs années. Nadia, je pense que c'est comme ça chez vous aussi, là, à l'UQTR. Oui, puis c'était de même en Alberta à l'époque, quand j'y étais aussi. C'est ça. Réussite échec, là. Sur certains cours de séminaire aussi, on était dans réussite échec à l'époque déjà.
Fait que nous, c'est juste une transition là, qui s'amorce à notre faculté. Puis Intéressant. en tout cas, ça nous amène plein de réflexions, de conversations. On a aussi beaucoup d'accompagnement à faire parce qu'évidemment, quand on passe au succès, au échec, il faut changer aussi un peu la manière dont on enseigne. Oui, effectivement. Merci. Super intéressant. Il y aurait d'autres questions? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier nos deux conférencières, Nadia et Marie-Hélène. On est super gâtés de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. J'aimerais aussi mentionner qu'au bureau de pédagogie, on peut accompagner les enseignants et enseignantes si vous avez besoin là, d'approfondir certains éléments là, en lien avec la conception universelle de l'apprentissage. On est là pour vous. Et puis, je vous invite à consulter notre infolettre qui est hebdomadaire et puis nos activités pédagogiques qui sont colligées à l'intérieur. Alors, je vous encourage à les consulter pour ne pas manquer nos prochaines activités. Et puis, je vous remercie encore une fois, puis je vous souhaite un bel après-midi, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.